Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer et aujourd'hui, on va parler d'outils qui peuvent vous aider soit à investir dans la crypto-monnaie, soit à prendre des positions sur la DeFi, également sécuriser vos crypto-monnaies. La liste des différents outils est assez longue, donc on attaque directement avec le premier outil. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas parler d'outils DeFi sans vous parler de Defi Llama. Ça va être un site indispensable si vous êtes un utilisateur de la DeFi. Il va y avoir plusieurs métriques qu'on va pouvoir utiliser sur ce site. D'abord, une première utilisation du site, ça serait par exemple d'avoir les URL, donc les sites internet des protocoles DeFi, puisqu'il faut faire très attention si vous utilisez Google. Il peut y avoir en haut de votre recherche Google un petit lien annonce. Et souvent, ça sera un lien de scam. Donc, ça veut dire que si vous vous connectez dessus, vous risquez de vous faire siphonner votre portefeuille. Donc, un moyen de trouver justement les liens de vos protocoles DeFi, ça serait ici dans la barre de recherche. Par exemple, on va regarder PancakeSwap et vous cliquez sur website, donc sur le site. Même en passant par Defi Llama, on vérifie toujours si l'URL semble correcte. Voilà, s'il n'y a pas une lettre supplémentaire qui se cache et qui pourrait nous indiquer que c'est un site de scam. Donc ça, déjà, ça va être une première utilisation de Defi Llama. Sinon, Defi Llama, ça va être très utile pour connaître la métrique TVL. Donc la métrique de TVL, c'est la Total Value Lock, souvent exprimée en dollars. Et en fait, la Total Value Lock, ça va être la quantité de crypto-monnaie, donc souvent exprimée en dollars, bloquée sur les contrats intelligents d'un protocole DeFi. Mais on va le voir, on peut également classer les informations sur Defi Llama suivant les blockchains, suivant les types de protocoles. Donc voilà, très rapidement, ici, on peut suivre en fait un peu la santé de la DeFi. On voyait que c'était vraiment un secteur de niche avec très peu de valeurs bloquées, puisque voilà, tout simplement, très peu de personnes connaissaient, il y avait très peu de protocoles. Mais on voit qu'au fur et à mesure, cette quantité, donc là, c'est des B, donc ça voudrait dire milliards. Donc, on voit que la quantité de crypto-monnaies bloquées sur les smart contracts de la DeFi s'est montée à plus de 220 milliards. Récemment, justement lié au crash des crypto-monnaies et notamment de l'écosystème Terra, forcément, cette TVL a fortement baissé. On est passé de 200 milliards à 100 milliards, quasiment une baisse de 50%. C'est aussi corrélé à la baisse du prix des crypto-monnaies, puisque forcément, dans ces smart contracts, il y a des bitcoins qui sont bloqués, il y a des Ethereum, il y a tout plein de crypto-monnaies volatiles. Et comme le point de référence, c'est le dollar, si le prix de ces crypto-monnaies volatiles descend, forcément, la TVL sur Defi Llama va descendre également. Donc, si on arrive directement sur Defi Llama, en fait, ça va être le classement de tous les protocoles sur toutes les blockchains avec le facteur TVL qui va être pris en compte. Si vous voulez comme ça vous concentrer peut-être sur une seule blockchain, regardez simplement les protocoles de la BSC. Vous pouvez cliquer comme ça sur BSC, puis sur Phantom ou sur Chronos et vous voyez aussi l'évolution de la TVL sur cette blockchain. Ça peut donner un indicateur sur la bonne santé de la DeFi sur cette blockchain. Et si vous voulez vous concentrer uniquement sur les blockchains, ici en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur Chain. Et comme ça, en fait, vous voyez la répartition de la TVL suivant les blockchains avec ce petit graphique qui va montrer en fait le pourcentage de TVL par rapport aux différentes blockchains. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, Ethereum représente quasiment 2/3 de la TVL, donc de la valeur bloquée sur des smart contracts. La Binance Smart Chain 8%, la blockchain Tron 4%, Avalanche 4%, etc., etc. Ensuite, si on continue sur les onglets, ici vous avez un onglet Airdrop. En fait, ça va être tous les protocoles qui n'ont pas encore de token et qui pourraient potentiellement vous donner un airdrop si vous interagissez avec. Alors par rapport à cet onglet, plusieurs choses. Déjà, ça ne garantit rien d'avoir un airdrop. Et si vous faites la chasse au airdrop, il serait recommandable d'utiliser un différent wallet parce que je vous le rappelle, interagir avec des smart contracts représente des risques. Ici, vous avez des protocoles très bien réputés avec beaucoup de TVL, donc qui représentent très peu de risques. Mais si vous descendez dans la liste, vous avez aussi des plus petits protocoles où il faudrait faire attention à ne pas se faire siphonner un portefeuille MetaMask parce que vous allez chasser quelques airdrops. L'onglet Fork peut être intéressant. En fait, ça va vous donner les protocoles et la quantité de fork. Donc, un fork, je vous le rappelle, en fait, ça va être une copie.
Par exemple, le AMM, l'échangeur décentralisé initial, ça va être Uniswap. Il y a 251 protocoles au final qui ont copié les lignes de code d'Uniswap pour se déployer notamment sur d'autres blockchains. On pourrait penser le plus gros PancakeSwap sur la Binance Smart Chain, VVS Finance sur la blockchain Chronos ou QuickSwap sur la blockchain Polygon. Donc ça, c'est pour les forks. Un nouvel onglet qui est très sympa, ça va être les stablecoins. Voilà, on sait très bien que les stablecoins, on fait beaucoup parler d'eux récemment. Donc là, en fait, vous avez un graphique qui représente la quantité de stablecoins en circulation et puis la différence entre les différents stablecoins. Donc une métrique qui peut être intéressante, bon ben forcément on voit que l'UST suite au crash de Luna a totalement disparu, mais on pourrait regarder par exemple pré-crash Luna, l'USDT était à 83 milliards et l'USDC 49. Et ensuite, après le crash du Luna, et il y a eu tous ces petits épisodes de peur sur l'USDT. Et on voit qu'il y a 10 milliards d'USDT qui sont sortis de la circulation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont rendu de l'USDT à la fondation Tether et récupéré du dollar. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, il y a eu plus de USDC et de BUSD en circulation. Donc, il y a une partie de ces stablecoins qui se sont retirés de l'USDT pour ensuite être redéposés en USDC ou en BUSD. Donc ça, c'était une information importante que je voulais mentionner. Et ensuite, le dernier onglet qui peut être intéressant, ça va être l'onglet catégories. Si vous voulez trier, par exemple, tous les protocoles de lending ensemble, voilà, vous appuyez sur lending. Et de cette manière, vous avez le classement DefiLlama avec uniquement les protocoles de lending, donc les protocoles de prêt-emprunt. Donc, on a fini avec DefiLlama. Maintenant, je vais vous parler d'un protocole sûrement que vous ne connaissez pas encore. Ça s'appelle BubbleMap. Ça permet de voir qui contrôle les jetons en circulation d'un token en se focalisant sur les 150 plus gros portefeuilles, donc les 150 portefeuilles qui possèdent le plus de tokens. Pour comprendre le produit, le plus simple, c'est de vous donner des exemples. Premier exemple, c'est un petit token de la Binance Smart Chain. Et ici, vous voyez la carte des 150 points. Alors, il y a un petit peu moins de 150 points à l'écran, puisqu'en fait, il y a certaines adresses qui sont masquées. Pourquoi certaines adresses sont masquées? Parce que ça pourrait être, par exemple, le smart contract de staking. Forcément, si c'est le smart contract de staking, ce n'est pas un holder, donc ça sert à rien de l'afficher. Ça pourrait être par exemple la dead address. Je vous le rappelle, une dead address, ça va être pour les tokens qui ont un mécanisme de burn. Ils vont l'envoyer à une adresse dont personne n'a les clés privées. Souvent, ça va être le fameux 0x et ensuite que des zéros. Donc pareil, comme ce sont des jetons brûlés, pas besoin de les afficher, pas besoin de les analyser. Et ici, vous voyez une carte plutôt saine parce qu'il y a très peu de connexion entre les différents holders. Et petit détail important, en fait, la connexion, ça voudrait dire qu'il y a eu un échange de BNB entre les différents wallets. Pourquoi le BNB? Puisque là, on est sur la Binance Smart Chain et forcément, c'est le gas token. Et s'il y a un échange de gas token entre différents wallets, c'est potentiellement les mêmes personnes qui possèdent le wallet ou en tout cas des personnes qui se connaissent assez bien pour s'envoyer du BNB entre leurs wallets. Donc, ça pourrait créer des clusters et on va le voir ensuite. Forcément, ce n'est pas bon pour la santé d'un token qu'il y ait des gros clusters entre les plus gros holders, donc c'est-à-dire les personnes qui ont le plus de crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que imaginons il y a un gros cluster entre 4, 5, 6 gros wallets et ça pourrait représenter par exemple la moitié des jetons en circulation. Or, on n'a pas envie d'investir sur un projet où voilà, une personne ou un groupe de personnes possède la moitié des jetons en circulation. Donc BubbleMap, vous pouvez faire une petite analyse, mais ça va être un outil très important, surtout si vous vous concentrez sur des plus petites crypto-monnaies pour éviter les fameux rug pools, puisque voilà, s'il y a un gros cluster avec beaucoup de tokens, forcément c'est un drapeau rouge et ça montre que c'est très risqué. Maintenant, je vous ai mis une autre crypto-monnaie et vous voyez qu'en fait la BubbleMap est beaucoup moins saine que la précédente. Pourquoi? Parce que déjà, on voit des grosses bulles. C'est, on va dire, pas très sain qu'il y ait des personnes qui contrôlent comme ça 3, 4, 5% de la supply. Et en plus de ça, vous voyez au milieu, il y a un énorme cluster de plusieurs wallets qui possèdent, voilà, le cluster possède 20% de la supply. Vous imaginez bien que s'il y a seulement une personne ou un groupe de personnes qui possèdent 20%
des jetons en circulation, ça peut vraiment créer une pression énorme. Ça peut faire comme un rug pull, puisque voilà, vendre 20% des jetons en circulation directement, ça pourrait, sur des plus petites crypto-monnaies, emmener le prix tout simplement à zéro. Alors malheureusement, pour le moment, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel token sur Bubble Map. Ils ont un système où il faudra avoir quelques tokens pour pouvoir justement mettre n'importe quel token. Mais pour avoir rencontré la team lors de la Paris Blockchain Week, justement ce système économique va totalement changer. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur Bubble Map, n'hésitez pas à les suivre par exemple sur Twitter. Et pour compléter cette partie sur Bubble Map, on va montrer un dernier exemple parce que forcément, voir les plus gros holders, ça peut représenter quelques pièges. Par exemple, quand on voit justement cette bubble map, on pourrait se dire que c'est pas très sain puisqu'il y a des gros clusters. Après, si on regarde en détail, on voit que par exemple, ce cluster, c'est Gate.io. En fait, c'est le portefeuille d'un échangeur centralisé. Donc forcément, il n'y a pas grand intérêt à le voir puisqu'en fait, ça va pas être une personne qui possède tous ces tokens et qui les ont distribués sur d'autres portefeuilles. C'est tout simplement parce que c'est un portefeuille d'un exchange et forcément, c'est rentré en contact avec beaucoup d'autres portefeuilles. Donc, dans ces cas-là, mieux vaut le masquer. Pareil, là, vous voyez AnySwap qui est un bridge. Ça, pareil, c'est plus important de le masquer. Et au final, quand on a masqué justement les échanges centralisés, les smart contracts de staking, on voit que la map est plutôt saine, il y a très peu de clusters. Donc voilà pour l'outil Bubble Map. On va passer aux deux outils suivants qui sont CoinDix et Accru Finance. Ce sont des outils qui vont répertorier les APY sur les différentes plateformes DeFi. Donc si vous cherchez du rendement dans une certaine crypto-monnaie, vous pouvez par exemple ici taper Ethereum, vous appuyez sur Entrée et on va vous donner en fait tous les coffres, toutes les positions de farming avec de l'Ethereum. Là, vous voyez que les plus gros rendements sont en pool de liquidité avec d'autres tokens. Si on voudrait avoir les positions avec simplement de l'Ethereum, on peut appuyer ici sur Single Stake et ça va vous donner justement les différentes positions avec de l'Ethereum. La plus rentable, ça va être celle de StakeDAO avec la stratégie option. Je vous le rappelle, je vous ai fait la vidéo sur StakeDAO il y a 2 semaines où je vous ai expliqué les stratégies d'options. Ça rapporte beaucoup, mais ça représente des risques de manque à gagner. Donc quand même, faites très attention si vous rentrez sur la position Ethereum option de StakeDAO. Je vous invite toujours à faire vos propres recherches. Mais vous voyez comme ça ici les différentes solutions pour trouver comme ça de bonnes positions pour faire du rendement sur vos Ethereum. En sachant que voilà, CoinDix, ça vous donne une photo du rendement à l'instant T. Ce n'est pas forcément la seule information qu'il faut prendre en compte lorsque vous cherchez à rentrer dans des positions de farming. La TVL peut être très importante. Et voilà, par exemple, le rendement, il y a 7 jours. Parce que si vous prenez une photo du rendement à l'instant T, peut-être que le rendement est élevé aujourd'hui, mais peut-être que hier, il était beaucoup plus bas et peut-être que demain, il sera beaucoup plus bas. Donc, c'est un bon outil pour avoir comme ça une vue d'ensemble des rendements de la DeFi. Mais ensuite, il faudra un peu creuser sur la position, savoir si elle est si bien que ça. Et au final, Accru Finance, c'est à peu près le même produit, mais ça va être seulement sur la blockchain Solana. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, si vous cherchez à faire du rendement sur du Solana en lending, c'est-à-dire quelque chose où vous déposez vos jetons Solana et vous avez du rendement dessus sans complication, vous appuyez ici sur Solana, sur le lend, et vous voyez comme ça l'évolution du rendement. Donc ici, on voit que les 2 meilleurs moyens d'avoir du rendement sur du Solana, ça serait par exemple Francium ou Tulip, et les deux payent environ 17%. Et grâce à Accru Finance, vous voyez un petit peu l'historique. Donc, c'est toujours important quand on rentre dans une position de farming ou une position de lending, de regarder le rendement à l'instant T. Bien évidemment, il nous intéresse, mais également l'historique. Et un autre outil que je vais beaucoup utiliser quasiment de manière quotidienne, ça va être Dex Screener. C'est un outil qui va être très puissant si on veut trouver justement le graphique de prix. Parce que si vous faites des analyses, par exemple sur le Bitcoin, Ethereum, vous pouvez bien évidemment utiliser TradingView, mais pour des plus petites crypto-monnaies, justement, il faudra utiliser Dex Screener. Par exemple, on tape le nom d'un token, ça va nous donner bien évidemment les différentes pools de liquidité là où il y a le token. Le plus souvent, pour analyser comme ça le prix, on va chercher la pool de liquidité où il y en a le plus parce que ça va être la moins volatile. Il n'y a pas de chance de mèche très haute ou de mèche très basse. Et de cette manière, ça va vous donner le prix. Donc là, j'ai regardé pour le tombe. Donc là, ça va nous donner le prix en dollars.
Si on voudrait par exemple le prix en FTM, puisque c'est une paire tombe FTM, on peut appuyer ici sur Switch to FTM et ça va nous donner la courbe justement du tombe par rapport au jeton Phantom. Et ensuite, vous avez exactement les mêmes outils que TradingView. Donc, vous pouvez comme ça faire une comparaison, par exemple, pour le prix. Regardez le prix à la baisse ou le prix à la hausse, l'augmentation. Et voilà tous les différents outils d'analyse technique. Donc, si vous voulez un petit peu comme ça faire un peu d'analyse technique sur des plus petites crypto-monnaies qui sont disponibles uniquement sur la blockchain, Dex Screener, ça va être le site parfait. Alors, avant-dernier outil, dans mon avant-dernière vidéo sur les tokenomics, je vous ai dit que c'était très important de regarder le calendrier de déblocage des jetons. Puisque je vous le rappelle, quand il y a un lancement d'un jeton, que ce soit par un ICO, par une vente privée, il y a souvent un calendrier de déblocage. Tout le monde n'a pas les jetons au premier jour. Et des jetons sont débloqués au fur et à mesure. Et je vous montre un exemple à l'écran avec le token Rose. Un déblocage peut avoir un impact énorme sur le prix, surtout en fait en bear market. On voit que le dernier déblocage pour ce jeton a entraîné une baisse de 50% du prix du jeton en quelques jours. Donc forcément, connaître le calendrier de déblocage de certaines crypto-monnaies, ça va être très important. Ces calendriers de déblocage souvent sont exprimés dans la documentation du protocole. Mais sinon, il y a un outil très sympa. Alors forcément, c'est une version payante et j'ai pas encore passé le cap. Mais sur Twitter, ils donnent aussi du contenu gratuit. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à les follow sur Twitter. Puisque comme ça, ils vont vous prévenir de temps en temps quand il y a des gros déblocages de grosses crypto-monnaies. Et voilà, forcément, ça vous donne une information brute. Ensuite, ça va être à vous de l'analyser. Et si vous voulez faire quelque chose, un long, un short, un pari à la hausse, un pari à la baisse, bien évidemment, après, ce sera à vous d'analyser l'impact de ce déblocage. Mais en tout cas, ça peut être un outil très sympa dans vos analyses. Pour finir, je vous parle d'outils sur la DeFi, d'outils crypto-monnaie. Je suis obligé de vous parler de hardware wallet. Pourquoi? Parce que avant de parler de gagner de l'argent en crypto-monnaie, je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur ne pas en perdre. Or, malheureusement, depuis que j'ai fait ma chaîne YouTube et depuis que je suis dans l'écosystème crypto, quasiment toutes les semaines, minimum tous les mois, j'entends une histoire d'une personne qui s'est fait siphonner ses fonds sur son MetaMask ou sur son portefeuille non custodial. Pourquoi? Parce que cette personne n'utilise pas de hardware wallet. Une comparaison qui peut un petit peu vous aider à comprendre, on pourrait penser qu'un portefeuille, au final, c'est comme une boîte aux lettres. Vous avez la fente pour mettre les lettres, donc ça serait votre adresse publique. Vous pouvez la communiquer à tout le monde. Mais ensuite, pour accéder à votre boîte aux lettres à l'intérieur, donc l'analogie, ça serait vos crypto-monnaies, il faut la clé de la boîte aux lettres. Et ça, c'est la clé privée. Et au final, avoir une clé Ledger, ça vous permet de protéger votre clé privée puisqu'elle ne va pas être stockée sur votre ordinateur. Alors que si vous utilisez un wallet de type MetaMask ou Phantom sans importer un hardware wallet, Ledger ou un autre, moi personnellement j'utilise Ledger mais il y a d'autres marques qui fonctionnent très bien. Du coup, si vous n'utilisez pas de hardware wallet, si vous n'importez pas de hardware wallet, forcément vos clés privées sont stockées sur votre ordinateur et malheureusement, il peut y avoir des virus, des keyloggers qui vont récupérer cette clé privée. Et voilà, très malheureusement, beaucoup de personnes se sont déjà fait hack. Donc, je me dois de vous le rappeler régulièrement. Si vous n'utilisez toujours pas de hardware wallet, même si cette vidéo n'est pas une vidéo dédiée sur les hardware wallet, au moins, je vous invite à faire vos propres recherches dessus. Et voilà pour cette vidéo sur les différents outils que j'utilise. Bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Si vous aussi, vous utilisez d'autres outils et vous avez envie de les partager, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer. Ciao!